Nous sommes au milieu du 19e siècle, dans un village non loin de Saint-Pétersbourg, en Russie, où une fête foraine ambulante a été installée. Il y a plusieurs tentes présentant diverses attractions. Un homme jongle avec du feu devant l'une d'elles, dans une autre. Un grand ours tient en équilibre sur un ballon. Un détective de la police de Saint-Pétersbourg a été conduit ici au cours de son enquête sur la disparition des filles jumelles d'un prodige local des échecs. Il avait entendu une rumeur selon laquelle les filles pourraient se trouver ici, et il pouvait facilement imaginer un enlèvement se produire dans ce cirque itinérant, sordide. Après avoir dépassé une contorsionniste et un homme lançant des couteaux sur une femme attachée à une planche, il trouva ce qu'il cherchait, une grande tente avec une pancarte peinte à la main où l'on pouvait lire « Le samouraï, venez voir l'automate d'échecs imbattable ». Le détective connaissait ce genre de spectacle pour en avoir déjà vu un. Il prétendait que leur machine mécanique pouvait jouer aux échecs et battre même les meilleurs grands maîtres sans aucune aide humaine. Mais le détective connaissait leur secret. À l'intérieur se cachait une personne si habilement dissimulée qu'on ne pouvait rien soupçonner de l'extérieur. Mais il y avait toujours quelqu'un à l'intérieur, actionnant ficelles ou leviers pour manipuler la machine, pendant que la foule s'émerveillait des prouesses apparentes de la technologie. Et qui de mieux pour se cacher à l'intérieur de l'une de ces boîtes de charlatans qu'une petite fille qui avait déjà montré une aptitude incroyable pour les échecs. 2 filles, c'était encore mieux qu'une seule. Elles pouvaient travailler ensemble ou jouer à tour de rôle. L'instinct du détective ne l'avait jamais trahi jusqu'à présent. Les filles étaient dans cette machine. Le détective entre dans la tente où se trouve l'automate, mais il est arrêté à l'entrée et on lui dit qu'il doit payer s'il veut regarder. La tente enfumée, éclairée à la lampe, est bondée d'hommes tous regroupés autour de quelque chose au centre. Une ovation s'élève de la foule, l'homme exige à nouveau un paiement pour l'entrée, tapotant la poitrine du détective, lui disant de payer ou de partir. Le détective demande s'il est le propriétaire de la machine mais l'homme répond qu'il n'est que l'exposant. Il insiste de nouveau sur le fait que l'homme doit payer ou il sera obligé de partir, soulignant encore son propos d'une tape ferme sur la poitrine. Alors que l'homme donne encore une tape au détective, celui-ci lui attrape la main et lui tord le bras dans le dos. Il redemande le propriétaire de la machine, mais l'exposant, les dents serrées, répond qu'il ne sait vraiment pas. Il ne communique que par lettres et ne connaît pas le vrai nom du propriétaire, ni même à quoi il ressemble. Le détective écarte l'homme et s'enfonce dans la tente. Il entre dans la foule d'hommes, les repousse et finit par voir ce qui a tant émerveillé tout le monde. Au centre de la pièce, un échiquier repose sur une table en acier connectée à une petite machine à vapeur. Assis à côté de la table se trouve une armure de samouraï immobile et en face de celle-ci, un homme russe qui semble plongé dans ses pensées. Il joue aux échecs et sa partie contre le samouraï ne semble pas bien se passer. Le détective voit l'homme faire son coup. Puis presque instantanément, une pièce se déplace toute seule sur l'échiquier en réponse. L'homme enfouit sa tête dans ses mains, échec et mat. La foule applaudit lorsque le détective s'approche de la table. L'exposant se précipite vers le détective qui inspecte l'armure de samouraï, tentant de l'arrêter. L'armure tombe au sol vide. L'exposant tire sur le détective, le pressant de partir. Le détective sait que les filles sont ici, soit dans l'armure, soit sous la table elle-même. Le détective saisit l'échiquier et tire. À sa grande surprise, il se détache aisément. Et en dessous, il y a de la machinerie. Une série compliquée de tubes, d'aimants et d'engrenages vrombit et bourdonne sous le courant électrique. Le détective a du mal à comprendre ce qu'il regarde jusqu'à ce qu'il le remarque. Là, au milieu de la machinerie, se trouvent 2 bocaux en verre reliés au reste de l'appareil par des fils. Il y a une masse rose de matière organique dans chaque bocal, de la matière cérébrale, et elles sont étiquetées avec les noms des filles disparues. Ceci est SCP-1875, également connu sous le nom d'ancien ordinateur d'échecs. SCP-1875 est un automate d'échecs de l'époque victorienne composé de 4 éléments principaux, dont le premier, SCP-1875-1, est une table en acier mesurant 72 cm sur 72 cm sur 64 cm avec un échiquier standard 8 par 8 peint sur le dessus. À l'intérieur de la boîte en acier se trouve un mécanisme sophistiqué qui combine des éléments mécaniques et biologiques. Le déplacement des pièces se fait par des aimants, les mouvements eux-mêmes semblant être décidés par un moteur analytique.
Intégré dans le moteur analytique se trouve du tissu cérébral provenant des jumelles de 14 ans d'un prodige russe des échecs, qui ont disparu au XIXe siècle et n'ont jamais été retrouvées. Les pièces, qui ont été désignées SCP-1, 8752, forment un jeu d'échecs standard de 32 pièces et sont sculptées dans un style oriental. Les pièces possèdent des bases magnétiques et leurs sommets ont été identifiés comme étant sculptés dans de l'os humain, génétiquement identique au tissu cérébral contenu dans la machine. SCP-1875-3 est une petite locomotive à vapeur à vitesse variable reliée à la machine par un arbre de transmission. SCP-1875-4 est une armure de samouraï de style Gusoku du XVIIIe siècle. L'armure ne semble avoir aucune connexion réelle avec la machine, ni mécanique ni autre, et il semble maintenant que l'armure n'était qu'un simple accessoire, bien que plusieurs chercheurs de la Fondation aient signalé avoir ressenti un malaise et de l'anxiété après avoir croisé le regard du masque de l'armure. SCP-1875 reste entièrement opérationnel et possède même des niveaux de difficulté réglables selon la vitesse à laquelle la machine à vapeur est réglée. Pour tester les capacités de la machine à jouer aux échecs, un membre du personnel de classe D a été installé face aux samouraïs et les coups décidés par un logiciel d'échecs ont été diffusés. Des parties ont été jouées sur les 5 réglages de la machine et un logiciel d'échecs a mesuré le classement estimé de SCP-1875 selon le système ELO, une méthode calculant le niveau relatif des joueurs où un chiffre plus élevé indique une meilleure compétence. Au premier réglage, la machine a montré une capacité à jouer aux échecs qui serait évaluée entre 800 et 1000, ce qui correspondrait à quelqu'un qui sait déplacer les pièces correctement mais qui, autrement, joue de façon risible. Le deuxième réglage a donné un résultat proche de 1200, le plaçant dans la catégorie des débutants. Le troisième réglage a amélioré la capacité de l'automate à un niveau compris entre 1200 et 2500, ce qui signifiait qu'il pouvait jouer comme un amateur jusqu'à un niveau de maître. Le quatrième réglage, cependant, était celui où la machine devenait vraiment incroyable, fonctionnant au-dessus d'un classement ELO de 2500. À ce niveau, il jouait comme un grand maître d'échecs, et parfois il fonctionnait à un niveau plus élevé que tout être humain jamais enregistré. Le cinquième et dernier réglage était cependant déroutant. La machine jouait de façon erratique, parfois à un niveau encore plus élevé que celui mesuré au quatrième réglage, mais ensuite, lors de la partie suivante, elle prenait des décisions insensées ou semblait essayer de perdre, allant même parfois jusqu'à faire des coups illégaux. Plusieurs parties ont été jouées à ce réglage et le nombre de coups illogiques n'a fait qu'augmenter. Les pièces ont commencé à bouger de plus en plus vite, et finalement, elles ont commencé à se heurter jusqu'à ce que plusieurs soient ébréchés. Les tests ont été rapidement arrêtés après cela et d'autres essais suspendus jusqu'à ce qu'une méthode de test sans risque d'endommagement des pièces soit trouvée. Après ce résultat étrange, quelque chose de plus bizarre encore s'est produit. 5 minutes après le test, un courriel a été reçu par tous les membres de la liste de diffusion de la SCP-1875. Le message, qui semblait provenir d'un analyste de recherche impliqué dans les recherches sur la SCP-1875, ne contenait qu'une seule image qui a été classifiée car elle est soupçonnée de posséder des propriétés mémétiques dangereuses. Plusieurs membres du personnel ont ouvert le courriel, ce qui les a amenés à voir involontairement l'image jointe et ont rapidement signalé de nombreux symptômes par la suite. Ils ressentiraient rapidement de l'anxiété, puis un mal de tête et de la fièvre. 2 heures après avoir vu l'image, ils deviendraient agités, souffriraient d'insomnie et d'hallucinations auditives. Après 4 heures, des hallucinations visuelles apparaîtraient aussi. Après 7 heures, alors qu'ils seraient toujours éveillés, ils réagiraient de moins en moins aux stimuli. Après 11 heures, il n'y aurait que de brèves périodes de lucidité pendant lesquelles la personne affectée semblerait se rétablir complètement et demanderait immédiatement l'accès à l'ordinateur sur lequel elle a initialement vu l'image. Après 12 heures, ça ne fait qu'empirer à partir de là. SCP-187-5 a été classé Euclide, et l'aspect le plus important de sa confinement est qu'il ne doit jamais se trouver à portée de transmission d'un réseau de données sans fil quel qu'il soit. Pour garantir cela, l'anomalie est maintenue en permanence dans une cage de Faraday et un expert en sécurité réseau est toujours présent sur place. Lors des tests, la vitesse de la machine à vapeur ne doit être réglée que sur l'un des 4 premiers niveaux et jamais sur le 5e. Cette règle est devenue nécessaire suite à un test au 5e niveau où un ordinateur portable a été placé dans la cage de Faraday pour vérifier si de nouveaux documents de recherche y seraient transférés, comme l'image mématique était apparue. Il semble que l'ordinateur portable utilisé ait été infecté et ait propagé un virus à tous les réseaux informatiques du site.
Toutes les communications électroniques avec l'installation ont été strictement interdites par le Conseil O5 lui-même, démontrant le danger potentiel. Toute communication électronique est interdite jusqu'à ce qu'on découvre comment SCP-1875 transmet son image mémétique extrêmement dangereuse et comment l'empêcher. À l'avenir, si un membre du personnel venait à consulter ou ouvrir par inadvertance un email contenant sharkmateo.exec, il devra immédiatement Que s'est-il passé ? Une autre entrée des dossiers du Dr Bob, veillez à bien la sécuriser. Assurez-vous de vous abonner et activez les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons de plus en plus profondément dans les archives classifiées de la Fondation SCP. Je pense que je vais aller m'allonger.